sont marrons quand ils sont réunis à son enfant. Ah, d'accord. Pacifié, vous savez. Oui, justement, et en Ouais. plus, je remarque un peu plus, surtout que la cravate est verte. Tout change. Ok, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Bernard Cotin qui représente d'une manière assez spécialisée les Français aux États-Unis à San Francisco et il fait partie de ce qui s'appelle The French Trade Commission, n'est-ce pas? C'est ça. Et traduit en français, ça s'appelle comment? Ça se dit C'est comment? le bureau du conseiller commercial. Du conseiller commercial. Bienvenue au programme franco-américain et merci beaucoup de nous avoir accordé quelques moments. Merci. Je voulais peut-être, je pense que la plupart des Français, étant donné que votre bureau s'occupe de quelque chose d'assez spécialisé, je pense que la plupart des Français ne savent pas exactement un interview en direct. Par les hommes politiques qui pensent à tout le temps. Is it on a wide angle now? Okay, I can start. Okay. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes dans le bureau d'un représentant français, M. Bernard Cotin, qui s'occupe du French Trade Commission. Je pense que ça se traduit en français. Vous pouvez traduire par conseiller commercial. C'est donc le conseiller commercial à San Francisco et il représente, disons, toute la région de la Bay Area, n'est-ce pas? C'est ça. Le bureau a compétence, constituency sur non seulement San Francisco, mais aussi les 10 États du nord-ouest des États-Unis. Ah d'accord, donc vous recevez des contacts, disons, de aussi Seattle, aussi Los Angeles. Oregon. Non, Los Angeles, nous avons un autre bureau. Voilà, d'accord, c'est 10 millions quand même, ils ont leur propre bureau. Voilà. Donc c'est les États du Nord. Les États du Nord et puis Hawaï aussi, l'Alaska. Mais Hawaï, c'est pas mal. Hawaï, vous contactez à vous? Oui, nous avons aussi des contacts à Hawaï, puisqu'on y vend beaucoup de produits français. Ah d'accord, mais Hawaï a son propre bureau, n'est-ce pas? Non, 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 non. Ah, ils viennent par vous? Ça fait partie de notre bureau. Ah d'accord, donc vous avez quand même une assez grosse partie des États-Unis. Voilà, tout le nord-ouest des États-Unis. Et ça me semble étrange, c'est-à-dire la plupart des gens qui viendraient vous voir, vous viendraient plutôt pour San Francisco. Absolument, la plus grande partie de notre travail, c'est ici. C'est ici. Je pense que la plupart des Français, c'est-à-dire il y a à peu près 50 000 Français dans la baie. Un peu moins peut-être. Un petit peu moins. Enfin, dans la Bay Area, je parle de toute la Bay Area. Il y a à peu près 50 000 d'après le consulat. Je pense que vous ne faites pas du tout, disons, de contact avec le public proprement dit et que vous spécialisez surtout à aider les entreprises, n'est-ce pas? Oui, nous avons des contacts avec les Français qui sont dans la BABA, mais notre fonction principale, c'est d'aider les entreprises françaises qui viennent ici pour la première fois, oui, et qui viennent donc directement de France, soit pour exporter, soit pour investir ou s'implanter ici. Okay. Donc notre clientèle, si je puis dire, ce sont des gens qui viennent de France pour travailler ici aux États-Unis. Ok, donc ils viennent vous voir avant de s'implanter, n'est-ce pas? Ils nous écrivent ou ils nous téléxent avant de partir de France en général, pour nous demander des conseils, pour nous demander des renseignements. Et effectivement, ils viennent nous voir lorsqu'ils font leur premier voyage de prospection dans la région. Ils passent au bureau et nous donnons des contacts et des conseils. Et dans quelle mesure vous les aidez? Enfin, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aider une entreprise. Oui, on les aide de plusieurs façons. La première façon, c'est avant qu'ils partent de France ou lorsqu'ils arrivent ici, de leur donner des conseils généraux. C'est-à-dire qu'on leur donne des conseils sur la réglementation, s'il y en a une, sur les droits de douane, sur ce genre de choses. Ça peut se faire par courrier. Ça peut se faire par courrier, par téléx. D'ailleurs, souvent comme ça qu'on le fait. Et puis ensuite, lorsque la démarche de l'entrepreneur devient un peu plus précise, on peut lui donner des conseils de marketing. Et à ce moment-là, on peut lui faire une sorte de mini-plan, mini-étude de marché pour son produit. Et c'est-à-dire qu'on lui dit, votre produit, il marcherait dans telle circonstance, il faudrait qu'il soit un peu moins cher, dans telle région, il faudrait l'améliorer. Voilà, il faudrait l'améliorer dans tel domaine, ou alors il faudrait aller voir tel distributeur, tel importateur, etc., etc. Donc on lui fait une étude de produit. Et puis, je dirais, il y a une troisième façon de l'aider, c'est lorsqu'il vient ici à San Francisco. À ce moment-là, on peut également l'aider dans ses contacts, c'est-à-dire qu'on lui prend des rendez-vous avec les importateurs et distributeurs. C'est vous qui avez des gens qui prennent des rendez-vous? Oui, il y a toute une équipe au bureau, une dizaine de personnes qui prennent des rendez-vous et peut organiser des contacts. Bon, j'ai pensé à prendre un exemple pratique pour illustrer un peu tout ça. Supposez que je sois, disons, une compagnie française qui fabrique des cartes postales, et étant donné que je sais que San Francisco est une ville assez touristique,
j'ai par exemple une belle photo là de San Francisco. Montrez-moi. C'est San Francisco? Oui, ça c'est le Panhandle, c'est l'église de USA. Ah oui. Alors, supposez que je veuille faire un marketing de cette photo, supposez. Quelle serait, disons, je viens vous voir, la première chose qui me viendrait à l'idée, c'est quelles sont les procédures, disons, les procédés pour ouvrir une compagnie. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que j'ai suivis en France? Écoutez, je vais vous répondre pour ouvrir une compagnie, mais avant tout ça, je vous dirais que pour vendre des cartes postales ici, il n'y a peut-être pas besoin d'ouvrir une grosse compagnie. On peut peut-être faire ça d'une façon plus légère. Pour ouvrir une compagnie, pour vous répondre, c'est à la fois plus compliqué et plus simple que ce qu'on a en France. Je dirais que c'est plus simple parce que comme on le sait en général, il faut 24 heures pour ouvrir une société ici. La paperasserie n'est pas très importante. Exactement. C'est fait assez vite. Oui. Ceci dit, c'est aussi plus compliqué parce qu'au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il faut faire intervenir des avocats, qu'il faut faire intervenir des comptables, et que tous ces gens-là sont généralement très très chers. À moins que l'on soit soi-même comptable ou avocat, mais on n'est pas tout ça à la fois. C'est très très rare. Oui. Il vaut mieux. Vous êtes un peu comptable et avocat vous-même, non? Oui, mais pas spécialisé en droit américain ni en comptabilité américaine. Donc il faut que je ne sers à rien. Oui, c'est un petit peu différent, disons, leur balance sheet et tout ça. Je ne pourrais servir à rien dans le domaine comptable ici et juridique. Non. Il faut donc prendre un spécialiste qui est souvent très cher. Et dans vos bureaux ici, vous en avez un, n'est-ce pas? Non, on n'a pas d'avocat ici, mais en revanche, nous avons des avocats avec qui nous travaillons et que nous recommandons. Franco-américains? Franco-américains qui parlent français et qui font des prix pour les sociétés françaises qui ne sont pas trop chères. C'est-à-dire que... Si on leur demande, mais ils font attention. D'accord. Et aussi, disons, pour les personnes qui sont déjà ici, est-ce que vous avez quelque chose à leur offrir? Nous n'avons pas de choses particulières à leur offrir. Non, enfin de services. De services particuliers à leur offrir, mais nous essayons, dans toute la mesure du possible, de faire en sorte que les Français qui sont déjà installés dans Berea travaillent ensemble. Que les sociétés françaises qui sont ici, et il y en a beaucoup, je ne pourrais pas toutes les citer, mais il y en a quelques-unes que tout le monde connaît, comme la Bank of the West, c'est une filiale de la BNP, il y a Friedan Alcatel qui fait des machines à composter, qui est une... Vous occupez aussi de la Silicon Valley, je pense. Nous occupons aussi de la Silicon Valley, il y a des sociétés... Il y en a à peu près 100, parce que quand je fais mon... Oui, il y en a une centaine dans la région. Exactement, parce que quand je fais mes envois, j'en vois à peu près 100. Voilà, il y a une centaine de sociétés. Il y en a aussi dans la Napa Valley, il y a dans le Chandon, des choses comme ça, enfin même des gens qui sont connus. Nous essayons que toutes ces sociétés qui se connaissent plus ou moins, qui se voient souvent à la chambre de commerce, nous faisons d'ailleurs un peu le même, travaillons en complément avec la chambre de commerce franco-américaine. Nous essayons que toutes ces sociétés travaillent ensemble et fassent une sorte de réseau avec les Français qui sont ici, parce qu'on a pu constater que les communautés qui aux États-Unis étaient le plus successful, qui réussissaient le mieux, qui exportaient le mieux, sont les communautés soudées. Ce sont les communautés comme les Chinois, comme les Japonais, comme les Coréens, comme même les Italiens en Europe. Justement, je viens de lire là dans le journal qu'il y a à peu près 200 restaurants qui ont fermé leurs portes, y compris chez Michel, etc. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Chez Michel a fermé, je ne savais pas. Oui, il y a, disons, les restaurants en ce moment ont un peu des difficultés, étant donné que les gens, d'après ce que les gens mangent de moins en moins dans les restaurants chers, disons. Ils mangent plutôt dans les restaurants un peu plus modérément priced, exactement. Et je me demande si, supposez que vous êtes conscient de ce problème, des restaurants qui ne peuvent pas survivre, disons, à San Francisco, dans quelle mesure vous pourrez les aider? Je pense, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourrez faire pour eux? Je ne pense pas. Enfin, je veux dire, nous pouvons leur donner des conseils, nous pouvons peut-être les orienter si un jour nous avons des investisseurs qui veulent investir dans un restaurant, mais on ne peut pas les subventionner. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas les laisser ouverts en leur donnant une subvention? Non, ça, on peut faire beaucoup de choses, mais pas ça. Pour revenir à votre marchand de cartes postales, là, parce que je n'ai pas répondu, je dois dire que on peut... C'est curieux que vous ayez choisi cet exemple sans me parler au préalable, parce que nous avons eu un marchand de cartes postales qui est venu il y a 3 ou 4 mois ici et qui se débrouille bien. Et le conseil... Il vend des cartes postales? Et il vend des cartes postales à San Francisco, des cartes postales du Golden Gate Bridge, le Cable Car, etc. Non, il a un photographe qui prend les vues et puis il les fait traiter en France. Mais justement, moi je c'est une société française qui fait ça en France et qui réexporte ensuite. Donc c'est possible. Tout à fait, et il se débrouille très très bien. Et je vais vous dire comment il s'est débrouillé. Il va lui-même, il reste ici des mois et des mois, enfin il reste 3 ou 4 mois. À prendre des photos. Il va lui-même dans les magasins. Il va surtout dans les magasins. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va avoir tous les magasins où on vend les cartes postales. Et il a 2 points où ça se vend très très bien, c'est Fisherman Wharf et puis le
croisement du cable car à California et Powell. Moi j'ai pensé à ça parce que j'ai expiré déjà toutes les cartes postales San Francisco, je les ai toutes achetées. Et ben voilà. Alors je pense qu'il y a un besoin de deux endroits où on en vend énormément et je sais qu'ils se débrouillent très très bien, mais en étant tout le temps à aller vendre ces cartes postales chez les revendeurs, chez les boutiquiers. Quoi, donc ils doivent vraiment être à côté. Ils doivent être à côté, absolument, c'est le conseil. Pour les refournir, etc. Faire attention qu'elles soient bien placées là où il faut, qu'ils ne les mettent pas au fond du magasin, qu'elles soient bien placées sur le donc sur ça le c'est disons une entreprise assez petite entreprise. Petite mais qui se débrouille bien. Du point de vue des grandes entreprises, comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu plus compliqué, je pense, pour s'installer ici? Les grandes entreprises, bon, la plupart... Qu'est-ce que vous aidez, par exemple, pour aider, disons, une société comme Renault à revendre leurs autos? On l'aide pas, Renault, ils se débrouillent tout seuls. Notre clientèle, ce sont les petites et moyennes entreprises. D'accord. Ce sont elles que nous essayons d'aider, que nous aidons. Les grandes entreprises, elles ont leurs avocats, leurs comptables, elles savent faire, elles ont des gens qui parlent américain. Je ne sais pas s'ils savent tout faire, parce que l'exemple de Renault est peut-être pas un bon exemple, puisqu'ils sont repartis en France. Mais en tout cas, ils peuvent faire par eux-mêmes au début. D'accord, donc vous ne pensez pas que du point de vue des grosses corporations françaises, vous avez un rôle à jouer là-dedans? Si, nous les connaissons bien, nous travaillons avec eux, nous avons également un rôle qui est de... Non, parce que les autos japonaises se vendent très bien ici. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire du côté de vendre peut-être les voitures françaises. Mais je ne me le dites pas à moi, allez le dire à la direction de Peugeot et à la direction de Renault. Ah d'accord, donc c'est pas à vous d'essayer de les relancer, disons. Je crois qu'à Paris on en parle, mais moi ici à San Francisco, je peux difficilement donner des conseils à la société Renault et à la société Peugeot. D'accord. Voilà. Et vous avez encore une fois, nous, notre bureau est orienté vers les petites et moyennes entreprises. Ok. Et vous avez dit aussi que si vous pensez qu'il y a un produit qui manque aux États-Unis, vous essayez peut-être de contacter la compagnie, de leur proposer d'exporter leurs produits, n'est-ce pas? Oui, Il s'agit de quel produit à peu près? Enfin, vous pouvez nous donner un exemple? Écoutez, ça arrive assez souvent. Lorsque nous entendons parler d'un besoin effectivement sur le marché, on contacte les entreprises en France et via les fédérations professionnelles ou les entreprises que l'on connaît et on leur signale qu'il y a un produit en demande. Et j'ai eu des exemples récents. L'un, je vous citais tout à l'heure, c'est les gants chirurgicaux. Il y a d'ailleurs toujours un manque de gants chirurgicaux ici à San Francisco, donc on a contacté... Ou dans les 10 États dans l'ouest des États-Unis en général, et on a contacté donc des entreprises françaises. Pour leur demander s'ils peuvent faire un effort pour les exporter. Voilà, et j'espère qu'on aura l'exportation. Quand c'est vous qui faites le premier pas, disons, vous faites la suggestion, est-ce que aussi vous les aidez financièrement? Non, c'est toujours la même chose. Nous sommes un État libéral, l'État ne subventionne pas les entreprises, d'ailleurs les entreprises ne veulent pas être subventionnées. Ce que nous faisons, nous avons des procédures d'aide un peu particulières, un peu compliquées peut-être à expliquer, qui sont les procédures d'assurance du commerce extérieur. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise veut exporter ici, on peut l'assurer contre les risques qu'elle peut rencontrer ici, c'est-à-dire lorsqu'un de ses clients ne paye pas, par exemple, lorsque ses stocks sont détruits, etc. Nous avons des systèmes d'assurance, ou même pour couvrir ses frais de prospection. C'est bon quand même, c'est quand même bon. Tout à fait. Et ces assurances sont assez élevées, je pense aussi. Pas très cher, et la plupart des entreprises les prennent, et nous donnons un avis. Je voudrais une assurance, c'est-à-dire je voudrais, enfin il y a quand même un risque assez fort. Si vous étiez marchand de par contre, là, carte vous pouvez postale, pas. Si, le monsieur est assuré. Ah, d'accord. Il est assuré à la COFAS. Qu'est-ce qu'il est assuré contre la perte? Il est assuré contre les pertes. Si dans 3 ou 4 ans, il se retrouve effectivement dans une situation très difficile, bankrupt, à ce moment-là, on pourra lui rembourser une partie de ses pertes. Pas tout. Pas tout, d'accord. C'est tout à fait intéressant. Voilà. Peut-être que je vais prendre un risque alors. Vous pouvez prendre un risque et l'État français vous soutiendra en vous assurant contre ce risque. Très bien, alors ça se termine très bien. Merci beaucoup et je pense prendre contact avec vous pour présenter peut-être une idée ou deux. D'accord, pourquoi pas. Merci. Très bien, je vais vous montrer. How much time? Ok. Bonsoir. Nous avons donc Delphine Pierre ce soir avec nous, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait aux États-Unis et surtout nous expliquer surtout ce qui se passe du point de vue marketing, du point de vue études de marché aux États-Unis. Nous avons fait, disons, une introduction avec M. Bernard Cotin et Delphine Pierre va nous donner un peu plus de détails sur ce qui se passe pour l'étude, disons,
d'un produit que l'on veut peut-être lancer aux États-Unis ou lancer dans n'importe quel pays du monde. Delphine, bienvenue au programme franco-américain. Bonsoir. Je crois que, comme tu l'as suggéré, que le meilleur moyen de savoir comment se passe tout ça, c'est peut-être faire, disons, de passer par toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Et on va peut-être examiner un peu ce que tu as fait ici en France, dans ton secteur, qui est surtout le secteur marketing, n'est-ce pas? Je peux revenir un petit peu sur les études que j'ai faites, puisque bon, c'est un petit peu ce qui m'a amené à venir ici maintenant. Au départ, j'ai donc fait la chaîne de commerce de Paris, une école qui s'appelait l'Académie commerciale internationale, et ça a été le premier pas au niveau international, puisque je suis partie en mission avec la chaîne de commerce. Ah bon? Et donc c'était une première approche. Donc tu es partie, disons, dans un autre pays du monde, c'est ça? Voilà, je suis partie, à ce moment-là, je suis partie aux Caraïbes. Ah oui, aux Antilles françaises. Voilà. Et donc c'était le premier pas, c'était la première approche. Et ensuite, bon, comme je voyais que ce domaine m'intéressait, j'ai rencontré des gens qui faisaient une école qui s'appelle l'Institut des PME et qui se trouve à Paris. Et donc cette école... L'école est aussi ici, n'est-ce pas? Et l'école est aussi ici, puisque c'est une école qui se fait en 3 ans et qui, donc en 2e année, offre un programme international, un programme de 6 mois à San Francisco, avec 3 mois de cours donc ici en anglais, n'est-ce pas? Des cours entièrement donc anglais, des cours de business international. Cette école est sponsorisée par la France, n'est-ce pas? Et disons que notre école, nous partons de Paris donc au mois de mars. Oui. Nous arrivons ici et nous avons des cours jusqu'au mois de juin, et ensuite nous avons tous des missions export. C'est-à-dire qu'avant de quitter la France, et d'ailleurs pour être admis au programme international, nous devons avoir une très bonne base, passer un examen, avoir une très bonne base en anglais, et ensuite nous devons avoir un contrat avec une société française. Et donc c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Je suis venue ici pour la première fois il y a 2 ans, et à cette époque-là j'avais fait une petite étude de marché, puisqu'on essaye de trouver un petit peu ce qu'on peut. Sur quel produit par exemple? Et cette étude touchait les grands prix en concours épique. Et c'est un domaine qui me passionne, et c'est pour ça que j'avais donc un petit peu insisté, et j'avais donc demandé au PDG de la société si ça l'intéressait. Bon, ensuite il m'avait dit cette étude, ouais. Officiellement ça l'intéressait, mais j'avais été un petit peu plus loin que ce qu'il m'avait demandé, mais c'était au niveau personnel. Et donc ensuite nous revenons en France. Oui. Et la 3e année, donc c'est une année de perfectionnement. Et dans le marketing toujours. Mon perfectionnement, enfin ta branche, a été le marketing, parce qu'il y a une partie aussi gestion, puisqu'on est censé, donc c'est une école supérieure de commerce et de gestion, donc on doit englober un peu le tout. Et en 3e année, on se spécialise. Donc moi, je me suis spécialisée dans le marketing et le développement commercial. Oui. Et donc ça touche la publicité, la promotion, enfin un petit peu toutes ces choses-là. Et donc à la fin de mon programme, j'avais très envie de revenir ici, puisque j'avais été passionnée. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis ici depuis quelques mois. Et donc quelle a été ta mission ici? Au départ, c'était très précis. Je venais pour une société qui s'appelle Dujardin et Salomon, qui fabrique d'ailleurs ce genre d'appareils. Oui. Et donc ça c'est un thermomètre de cuve très ancien. Bon, c'est un des produits, mais enfin ça c'est le produit le plus original de chez eux. Et qu'est-ce que t'ont chargé de faire de ce produit? Et alors j'ai dû, ce produit, ça c'était une particularité, mais en général pour la société Dujardin et Salomon, je devais, c'est aussi une forme d'étude de marché, je devais contacter les distributeurs qui font des thermomètres, leurs distributeurs ici, qui sont déjà des distributeurs sur les États-Unis, et voir comment la distribution était organisée, si ça marchait bien, si ça pouvait être amélioré, et si on pouvait en trouver d'autres sur d'autres distributeurs. Voilà. Et ça a marché? Le résultat a été assez positif. Ah d'accord, donc ils ont pu peut-être développer un petit peu le produit, l'exportation du produit. Je les ai mis donc en contact, notamment en Californie, puisque la Californie dans ce domaine est la première région des États-Unis. Donc je les ai mis en contact avec un nouveau distributeur ici. Et là, en ce moment, nous sommes en train de parler avec des distributeurs sur le restant des États-Unis. Sinon, des exemples d'autres études de marché. Un produit comme ce savon. Oui. C'est une invention française, n'est-ce pas? Voilà, qui a été donc inventé par un Français, en Bretagne notamment. Oui.
Et donc ce savon a une particularité. Bon, en voyant le savon, je pense que c'est du savon. Tout bêtement. Et on appelle ça la ligne de mer, et parce que c'est un savon qui mousse dans l'eau de mer et qui est cicatrisant. Ah bon? Ça cicatrise. Bon, et ça devrait pourtant être écrit sur la bouteille que c'est de l'eau mousse à l'eau de mer au moins. Oui, mais il y a marqué le fonctionnement de la pompe, il y a toutes les explications. Oui, et mais aussi, c'est les explications quand même. Voilà, de toute façon, ça c'est un post, voilà. Oui. Et j'étais chargée de voir s'il y avait une opportunité pour ce savon-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, pour ce produit? Oui. J'ai contacté, d'abord j'ai fait des store checks. Un store check, c'est une liste, on va de magasin en magasin et on fait la liste de ce qui existe déjà. Dans les savons. Dans ce savon-là, savon à pompe et savon qui pourrait être utilisé par exemple sur une plage, mais généralement un savon régulier ne mousse pas. Donc déjà ce produit-là a l'authenticité, il est unique à ce niveau puisqu'il n'y a pas de complément. Vous ne l'avez pas trouvé. Mais alors après, il faut aller un peu plus loin et voir comment on peut voilà. Et là on se rend compte qu'il y a des grosses sociétés et donc c'est très difficile il faut y aller petit à petit. Il faut avoir de gros moyens. Et finalement cette compagnie attend un petit peu avant de s'implanter, n'est-ce pas? Parce qu'elle existe en France. Elle existe en France, elle vend son savon en France. Donc c'est une question, disons, d'être un peu plus grand pour pouvoir venir ici. Ils veulent être beaucoup plus pointus et bien pénétrer le marché. Parce que je crois que souvent... Pourtant, ici, il n'y a peut-être pas cette demande pour ce produit. Les gens ne vont pas tellement à la plage. Voilà, donc il faut... justement, donc il faut voir aussi, il y a une choses-là qui rentrent en compte. L'offre à la demande, n'est-ce pas? Voilà. Il faut, par exemple, là c'est plus... Ce produit-là serait plus... pour la Floride peut-être, sur la Miami. Tout le sud, voilà, plus au sud, Los Angeles, Hawaï, ces régions-là. Ah oui, Hawaï, je pense que ça marche bien. Tout le monde va à la plage sur Hawaï. Je pense que les autres, c'est-à-dire ton école, donc se passe en 3 ans, quel genre d'autres exemples peux-tu nous donner peut-être pour les études de marché? Autre exemple, voilà, par exemple, l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans, pardon, la chose la plus simple à laquelle on avait pensé avec un étudiant, puisqu'on était ici, on travaillait généralement par groupe. Oui. On s'était dit que il y avait beaucoup d'études de marché donc, à faire ici pour des Français, mais on ne se trouvait pas assez professionnels à l'époque. Donc on avait contacté une société de marketing et cette société américaine avait eu une idée, c'était de démarcher, d'aller vers les Français et d'aller les conseiller en France avant de venir. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme... il y a toutes sortes d'études de marché dans tous les domaines à faire, mais c'est difficile d'avoir quelque chose, un travail bien fait. D'accord, donc quelquefois c'est assez bâclé comme travail, c'est ça? Disons qu'il faut avoir affaire à des gens très professionnels. Et cette société, comme elle est aux États-Unis, c'est une société américaine, a priori, pour vraiment bien comprendre le marché américain, il faut passer du temps. C'est un peu pour ça que je suis revenue aussi, parce que je trouvais que la connaissance qu'on avait en passant 6 mois ici, c'est pas suffisant. Oui, donc tu as fait une étude un peu plus approfondie pour eux. Sinon, si tu veux que je donne un autre exemple d'une étude de marché, À chacun sa force, c'est un livre qui a été écrit par un kinésithérapeute en France. Oui. C'est un livre qui s'est très bien vendu en France. Ils ont eu des programmes télévisés. Ça s'appelle À chacun sa forme, donc, et ça sépare le genre humain en deux grandes caractéristiques. Oui. Enfin bon, je ne vais pas expliquer parce que ce serait trop long. Oui. Mais donc l'auteur de ce livre avait fait ses études à Los Angeles. Donc il s'est dit, mon livre a bien marché en France. Il marchera bien. J'aimerais bien qu'il soit vendu ici. Voilà, le publier aux États-Unis. Ben là, on s'est rendu compte qu'a priori, il y a trop de livres publiés. Il y a trop de concurrence. Voilà. Et bon, il a fallu rencontrer des publishers, il a fallu rencontrer tous les éditeurs. C'est toi qui as fait ça pour lui, non? Et j'ai fait les démarches pour lui. Et donc, on a travaillé, lui avait fait la brochure en France. Ici, on a fait une opération où on a rencontré des clients potentiels. Et tous nous ont dit... Ils pensent que donc, il y a trop. C'est une très très forte concurrence, à moins... Bon, la théorie est toute nouvelle, à moins d'apporter... quelque chose de nouveau. Voilà, bon, il y a quelque chose de nouveau, mais maintenant, il faut intéresser un publisher. Et c'est très difficile parce qu'il faut aussi beaucoup de moyens. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas quelque chose de différent là-dedans, qui soit différent des livres américains? Si, il y a une théorie qui est très différente, mais pour l'instant, les Américains qu'on a rencontrés... le problème, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens sur la côte ouest, c'est-à-dire ici. Et dans le domaine du fitness, c'est-à-dire de la forme... Il y a trop de livres publiés, c'est ça? Tous les livres sont ici, beaucoup de livres. La Californie, c'est la région du fitness, mais en fait, on se rend compte quand on étudie le marché que tous les éditeurs sont sur la côte est.
Donc maintenant, il va falloir prendre des contacts à New York et sur toute la côte est. D'accord. Et le dernier, c'était, je pense, c'était l'étude de marché que tu avais fait sur l'équitation, n'est-ce pas? Voilà. Et tu as trouvé un marché intéressant aux États-Unis? Là, j'ai pioché, j'ai plutôt, comment dire... Tu n'as pas tout fait? Non, c'est pas ça, mais j'ai surtout j'ai pris note de ce qui existait ici. Oui. Parce qu'il y a souvent des choses comme ça, des produits, un service ou un produit, et là en l'occurrence c'est un service qui existe quelque part mais qui n'existe pas chez nous. Voilà. Et en l'occurrence là, ici mais n'existe pas en voilà, France. Donc ce type d'organisation au niveau épique existe ici, mais n'existe pas énorme, en France. Et ça n'existe pas en France. Et qu'est-ce que c'est comme organisation? C'est un club. C'est pas un club hippique, c'est un public relation pour les grands prix en concours hippique. Et donc ça a commencé par Charles Ziff, une personne qui se trouvait au Texas, maintenant il est en Virginie. Oui, alors qu'est-ce qu'ils font? Et il propose le concours hippique comme spectacle et comme support publicitaire. Ah d'accord, et vous pensez que ça peut peut-être se faire en France? Ça pourrait se faire en France. Je pense que c'est une idée qui pourrait être exploitée. Parce qu'il y a beaucoup surtout en France, les concours hippiques, c'est tous les jours. Il y en a pas mal, ça va Enfin, surtout pour le tiercé, c'est ça? Ça, c'est la course. C'est autre chose, oui. Et il y a tellement, il y a beaucoup, ça existe, voilà, c'est toujours dans la tête des gens, quoi, les chevaux. Donc ça pourrait peut-être très bien se développer en France, d'après ce que je pense. Surtout que la base est très bonne en France, c'est-à-dire qu'en France, bon, il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce que les gens, bon, c'est un petit peu quand même dans les mœurs. Oui. Et on a le meilleur élevage pratiquement au monde. Voilà, je pense aussi que c'est vrai. Bon, merci beaucoup d'être venu ce soir. C'était Delphine Pierre qui nous a fait, disons, une petite présentation de ce qu'une étude de marché, nous a présenté plusieurs produits. Et je te remercie beaucoup d'être venu ce soir. La force de l'imagination, c'est fabuleux. Parce qu'avant, je faisais du mime. J'ai complètement arrêté. Oh, je mimais par exemple celui qui fume une cigarette et ça donnait ceci. Et les gens m'en réclamaient une autre, une autre. Alors, j'en mimais une autre. Et j'arrivais à en mimer comme ça, 5 ou 6 dans la soirée, avec les rappels. Et puis un soir, le directeur du théâtre m'appelle dans son bureau, il me dit, écoutez, ce soir, mettez le paquet. Il y a des fumeurs dans la salle. Alors là, j'ai mimé tout le paquet. Je ne pouvais plus m'arrêter. Au bout d'un moment, quand j'ai commencé à fumer mon paquet tous les soirs, je me suis arrêté. J'allais quand même pas me mimer la santé. Mais la force du mime, le pouvoir d'évocation, regardez, rien que d'avoir mimé une cigarette, il y a de la fumée dans l'air. Alors ça, il faut effacer, parce qu'il ne faut pas laisser de traces. Parce qu'il faut éviter de polluer les espaces vides. Il n'y a pas que les espaces verts qu'il faut protéger, les espaces vides aussi. Parce que vous avez des artistes, les mimes en particulier,
Il trace comme ça des formes fictives dans l'espace. Et puis quand c'est fini, il salue, il sort, et il laisse tout ça traîner en suspens dans l'atmosphère. Il faudrait mettre un écriteau. Messieurs les mimes, vous êtes priés de laisser l'espace aussi vide en sortant que vous l'avez trouvé en entrant. C'est pourquoi moi, quand je mime, par exemple, quelqu'un qui ouvre une porte, eh bien quand je sors la porte, non seulement je la ferme, mais je l'emporte. Si je mime un papillon que je sors de sa boîte, vous l'avez peut-être déjà vu faire par Marceau, il a la même boîte. Eh bien le papillon, il ne faut pas que j'ai la maladresse de le lâcher. Il ne faut pas que je le quitte des yeux. Parce qu'il ne faut jamais lâcher dans la nature des papillons qui n'existent pas, ça crée des fantasmes. Et puis les gens voient passer comme ça des papillons devant leurs yeux, et ils ne savent pas d'où ça vient. Non, le papillon, il faut le rattraper. Et puis l'effacer. Alors là, il n'y a plus rien. Vous pouvez passer le doigt au travers.
Je peux rarement voir quelqu'un sans le battre. D'autres préfèrent le monologue intérieur. Moi, non. J'aime mieux battre. Il y a des gens qui s'installent en face de moi au restaurant et ne disent rien. Il reste un certain temps, car ils ont décidé de manger. En voici un. Je te l'agrippe. Tac. Je te le ragrippe. Tac. Je le prends au porte-manteau. Je le décroche. Je le reprends. Je le redécroche. Je le mets sur la table. Je le tasse et l'étouffe. Je le salis. Je l'inonde. Il revit. Je le rince, je l'étire, je commence à m'énerver, il faut en finir. Je le masse, je le serre, je le résume. Et l'introduis dans mon verre. Et jette ostensiblement le contenu par terre et dit au garçon, mettez-moi un verre plus propre. Mais je me sens mal. Je règle promptement l'addition et je m'en vais. And I'm sleeping anyway, that's okay. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme le réveilla et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. Bah, la chose est faite, pensa-t-il. Et il se rendormit. Peu après, ce fut un train qui arrivait sur eux à toute allure. De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux, mais puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. Voyez le juge.
Comment expliquez-vous que votre femme se soit coupée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous, qui étiez à côté, ayez fait un geste pour l'en empêcher sans même vous en être aperçu? Voilà le mystère, toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume. Et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit.